Oui, bonjour à tous et à toutes. Alors effectivement, c'est un néologisme, hein, cette égale conditionnalité, c'est un néologisme qu'on osait à peine prononcer en 2014 et puis qui a subi un succès foudroyant et j'en suis très contente. Sauf que certains nous disent que c'est un barbarisme. Enfin, vous voyez, chaque fois qu'il y a quelque chose qui marche un peu, c'est un petit peu mis, voilà, critiqué. Alors, qu'est-ce que c'est? Si ce principe d'égale conditionnalité est remonté comme ça, si fort en ce moment, c'est exactement comme l'a dit Fanny, c'est que nous avions quand même des montants considérables alloués pendant cette période de crise et que jamais, à aucun moment, il n'y avait l'idée d'une étude d'impact, c'est-à-dire de regarder l'impact différencié sur les hommes et sur les femmes de ces montants alloués. Alors, cette égale conditionnalité, ça consiste à dire que l'on conditionne l'attribution de financement public ou d'autorisation administrative, ce n'est pas seulement que de l'argent, comment dire, au respect d'un certain nombre de principes égalitaires, soit en termes de parité, soit en termes d'égalité. C'est l'idée que l'argent public n'est pas neutre, mais qu'il doit être un moyen de l'égalité. Et ça, c'est très important. Et que, en fait, c'est en amont qu'il faut régler le problème. Vous savez, le gender budgeting, c'est quand même de regarder comment les politiques publiques et les financements peuvent finalement impacter différemment les hommes et les femmes. Mais là, l'égale conditionnalité, c'est un processus en amont qui consiste à vouloir prendre en compte dans les décisions économiques la question des hommes et des femmes et non pas seulement de traiter ces inégalités en aval. Alors, c'est en 2014, au moment de la loi Vallaud-Belkacem et de la question des marchés publics. On voulait attribuer les marchés publics en fonction du respect des obligations légales et de l'absence de discrimination, qu'a été évoqué ce sujet, et tout en sachant qu'il y a une forme d'égale conditionnalité déjà dans les lois paritaires, hein, avec les scrutins uninominaux et la sanction sur la première partie du financement public qui traite la question des candidats et des candidates. Alors, comment ça marche? Comment marche l'égale conditionnalité? Alors, il y a plusieurs critères. Les critères, ça peut concerner l'organisation et le fonctionnement. L'organisation et le fonctionnement de la structure qui est demandeuse de financement. Et donc, ça peut porter sur le respect d'obligations légales en matière d'égalité professionnelle, comme pour les marchés publics, d'obligations légales en matière de parité, la loi Copé-Zimmermann, hein, et c'est extrêmement utilisé pour cela. Pourquoi? Parce que les mesures concernant l'accès à la gouvernance ne sont pas véritablement dans le Code du travail, elles sont dans le Code du commerce, et que finalement, c'est un moyen de dire, mais écoutez, moi, je joue aussi, non seulement il y a des lois, mais il y a aussi l'impact du financement. Et puis, ça peut jouer aussi sur l'activité de la structure, pas seulement l'organisation et le fonctionnement, mais aussi sur l'activité de la structure qui demande des financements. Par exemple, le contenu de ces prestations. Qu'est-ce que vous faites? Par exemple, pour des organismes de formation, est-ce que les formations que vous faites prennent en compte la question de l'égalité entre les hommes et les femmes? Pour éviter justement de renforcer les stéréotypes de sexe. Parce que finalement, le double enjeu, c'est toujours lutter contre les inégalités, mais ce faisant, lutter contre les stéréotypes de sexe. Ça peut être aussi le public bénéficiaire, c'est-à-dire votre action, quel va être son impact quantitatif sur les hommes et sur les femmes. Et alors, on a des cibles aussi, des cibles très privilégiées. C'est évidemment la cible des marchés publics, ça on l'a vu, et notamment avec des clauses d'égale conditionnalité à introduire dans le cahier des charges. Ça peut être tous les contrats d'objectifs des opérateurs entre l'État, hein, entre l'État et d'autres types de structures en insérant des clauses relatives à la parité, toujours au sein des organes de gouvernance en général. C'est toutes les subventions publiques aussi aux associations et puis les garanties et les financements octroyés par les banques qui peuvent aussi être un sujet intéressant. Et donc, finalement, ce principe-là d'égale conditionnalité, euh, qui est repris assez abondamment, doit pouvoir en fait être appliqué à tous les secteurs dans lesquels l'égalité a partie prenante. Et donc, ça peut être la culture, ça peut être l'économie, ça peut être tout secteur avec une analyse d'impact. Je rappelle que dans toute loi, normalement, depuis une circulaire de juillet 2012,
on doit faire une analyse d'impact qui n'est pas souvent faite. Et donc, l'éga-conditionnalité, c'est une façon beaucoup plus musclée d'obliger à des études d'impact. Moi, je peux donner 2 exemples rapidement qu'on a déjà développés, nous, au HCE, dans le cadre notamment de la question de la parité. Alors, on pourrait imposer l'éga-conditionnalité dans les garanties et les financements publics de façon à respecter, par exemple, une égalité de traitement des femmes chefs d'entreprise. On sait qu'en temps normal, les femmes créatrices d'entreprises ont un accès beaucoup plus difficile aux ressources financières et sont confrontées à de nombreux stéréotypes sexistes. On sait que les femmes créatrices de start-up arrivent à lever 2,5 fois moins de fonds que les hommes et qu'aujourd'hui, tous les établissements bancaires se retrouvent au cœur du dispositif de prêt garanti par l'État et que les banques elles-mêmes, que la Banque centrale européenne vient réassurer le secteur avec d'autres garanties pour un montant de 750 milliards d'euros. Donc, notre idée, c'est qu'évidemment, il faudrait qu'on interpelle les pouvoirs publics et les pouvoirs bancaires sur l'impact de l'attribution ou non de ces prêts sur l'activité économique des femmes chefs d'entreprise. Alors, on a imaginé que la BPI, qui est donc un organisme bancaire qui est sous la responsabilité de l'État pour partie, qu'on revoie les conditions d'attribution des financements à destination des startups, par exemple, en y insérant une condition de parité. Donc, on imaginait d'instaurer une exigence de 30% de femmes dans les instances de gouvernance et de direction des startups financées par BPI France, ou de 30% de femmes détentrices du capital. Donc, c'est un exemple. De même, le crédit d'impôt recherche, je rappelle que le crédit d'impôt recherche, c'est plus de 6 milliards d'euros en France et que ce serait bien qu'il soit assorti d'obligations de respect d'obligations paritaires. Et puis, dernier point, et j'arrêterai là, et pour reprendre un peu ce qu'a dit Fanny, aujourd'hui, notre gros problème lié à la pandémie, c'est la question de l'emploi des femmes, avec 3 sujets très lourds. C'est d'abord la destruction de l'emploi féminin. Ça, c'est clair qu'aujourd'hui, on a près de 200 millions d'emplois qui vont être perdus au cours des prochains mois dans des secteurs occupés par des femmes, je parle donc dans le monde. Et puis, donc, il y a une grande destruction d'emplois. Deuxièmement, il y a une non-inclusion des femmes dans les métiers porteurs. Je rappelle que 50% des femmes actives occupent des métiers qui seront concernés par l'autonomisation et la fracture digitale est extrêmement forte aujourd'hui. Et puis le troisième point, c'est évidemment la sous-valorisation des métiers majoritairement occupés par les femmes et la question de la classification des emplois qui n'est pas résolue. Et donc, puisqu'aujourd'hui nous avons une crise qui est très différente de celle de 2008, parce que la crise de 2008, elle avait d'abord commencé à détruire des emplois industriels et dans un deuxième temps, l'emploi des femmes, notamment en termes de sous-traitance et de sous-emploi. Aujourd'hui, c'est une crise qui attaque directement un certain nombre de secteurs, l'hôtellerie, la restauration, occupés majoritairement par les femmes. Et donc, nous voudrions que, sur le plan de relance, où on voit que des secteurs comme l'automobile, comme l'aéronautique, 15 milliards d'un côté, 8 milliards de l'autre, qui sont extrêmement aidés par l'État, nous voudrions que soit regardé secteur par secteur, dispositif par dispositif, la part des femmes et leurs fonctions en leur sein et que le principe d'éga-conditionnalité soit appliqué. Ça, c'est, je pense, quelque chose de fondamental. Notre ministre de l'économie nous a dit qu'il comptait inscrire ce plan de relance dans une démarche transversale sur le respect d'un certain nombre de normes environnementales, eh bien, nous voudrions qu'il y ait un certain nombre de normes égalitaires qui soient impactées dans ce plan de relance. Voilà ce que je voulais vous dire.